SCI, avantage à l'impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. On va détailler tout ça et surtout la technique pour cumuler les deux et pour cumuler les avantages de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. C'est le sujet du jour. Et pour en parler, eh bien Jean-Luc Javelot, qui est vraiment un expert depuis de nombreuses années dans la fiscalité des sociétés, notamment des SCI et plus particulièrement tout ce qui est gestion de patrimoine immobilier. Donc, Jean-Luc, eh bien, tu vas nous expliquer en fait le régime fiscal qui est mis en place par défaut quand on ne fait rien pour les créateurs de SCI. On parlera des avantages du régime de l'impôt sur le revenu. On parlera aussi des avantages de l'option à l'impôt sur les sociétés, des avantages qui permettent de payer moins d'impôts, mais pas pour les mêmes gains. On fera un tableau récapitulatif parce qu'on va le voir, c'est quand même un tout petit peu technique. Donc à la fin, pour vous aider à faire le choix, à identifier le régime qui vous correspond le mieux, eh bien, on a mis ça dans 2 tableaux même. Et puis, on vous présentera la technique ultime pour cumuler les avantages des 2 régimes, le meilleur des 2 mondes. Vous le verrez, c'est très original. C'est une technique qu'ont mis en place des fiscalistes parfaitement légales, mais qui est voilà, dont on parle peu et qui permet de cumuler l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Vous le verrez, c'est vraiment étonnant. Moi-même, je l'ai découvert. C'est Jean-Luc qui me l'a appris. Donc Jean-Luc, Oui, on démarre avec le régime voilà. fiscal par défaut. Voilà, alors en effet, ce soir, on va parler du régime fiscal des SCI. Donc, les SCI, en fait, elles ont deux possibilités, c'est soit être soumis à l'impôt sur le revenu, soit être soumis à l'impôt société. Alors, pourquoi c'est un sujet d'actualité? C'est qu'il y a quelques années, en fait, quand on crée une SCI, puisque ça existe depuis très longtemps, hein, la possibilité de créer des SCI, et c'est assez intéressant hein, pour détenir l'immobilier pour différentes raisons. Là, on va pas en parler ce soir, mais pour la transmission et d'autres raisons. Là, ce soir, on va parler des régimes fiscaux. Donc, il y a quelques années, en fait, c'était assez simple, puisque l'impôt société, il était à 50%. Jusqu'en 85, il était vraiment élevé. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était ce taux-là. Et inversement, l'impôt sur le revenu, il était beaucoup plus bas, puisqu'il n'y avait pas la CSG, CRDS et tous les systèmes de prélèvement de prélèvements donc, qui se sont rajoutés au fil du temps. Donc, en fait, on avait un impôt société qui était très élevé, un impôt sur le revenu qui était raisonnable. Là, depuis quelques années, ça s'est complètement inversé, puisque l'impôt société, il a beaucoup baissé. On est à 15% d'IS jusqu'à 38 000 euros de bénéfices. Et inversement, l'impôt sur le revenu a énormément augmenté, notamment sur les revenus fonciers, avec les prélèvements sociaux. Donc, du coup, ça s'est plutôt inversé. Et moi, quand je commençais, bah, la question ne se posait pas. On créait des SCI soumises à l'IR. Enfin, c'était automatiquement plus intéressant. Maintenant, bah, en fait, on se pose la question, est-ce que ma SCI, ça serait pas plus intéressant qu'elle soit à l'impôt société? Donc, on va voir tout ça ce soir là, dans les détails et bah, proposer en effet une solution là, qui permet de bénéficier des deux avantages, à la fois l'impôt sur le revenu et l'impôt société. Alors, pour commencer, la SCI, en fait, quand vous créez une société, si vous ne faites aucune option, elle est d'office soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Donc, les loyers que vous allez encaisser, vous les déclarez bah, comme quand vous êtes propriétaire d'un bien dans la case des revenus fonciers. Donc vous déduirez vos dépenses, etc. On va le voir. Par contre, il y a quelques particularités tout de même. C'est si votre SCI, elle fait un peu de location meublée, si elle fait plus de 10% en fait de location meublée par rapport aux autres locations nues, eh bien la SCI, en fait, elle devient automatiquement soumise à l'impôt société. Donc, il faut faire attention, ça peut être un piège pour ceux qui ne veulent pas être soumis à l'impôt société, de veiller bah, éventuellement ne pas faire du tout de location meublée ou en faire très peu, en tout cas que ça dépasse pas plus de 10% des autres revenus locatifs. Et l'autre particularité, c'est si votre SCI, les associés, c'est des personnes morales, c'est-à-dire si c'est des sociétés, bah là, le bénéfice, en fait, le résultat de la SCI va remonter aux associés. Et comme les associés sont des personnes morales, la plupart du temps soumises à l'impôt société,
Donc, il y aura une quote-part de ce bénéfice qui va être soumis d'office à l'impôt société. Voilà, donc il y a ces deux particularités-là qu'il faut avoir à Ouais. l'esprit, qui, même si on ne fait pas d'option à l'impôt société, on peut se retrouver soumis à l'impôt société. Je veux dire, Jean-Luc, que si j'ai une filiale SCI de ma société d'exploitation ou de ma holding, que ma filiale, c'est la SCI, je détiens 100% des parts, systématiquement, le bénéfice de la SCI, il sera soumis à l'impôt sur les sociétés. Il ne peut pas être à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est ça. Le bénéfice, en fait, il va être déterminé en fonction des règles commerciales comme pour une société, et il va remonter à la holding pour être soumis à l'impôt société. C'est assez logique parce qu'en fait, l'impôt sur le revenu, on le sait, c'est la fiscalité des particuliers et que si l'actionnaire, c'est ma société, eh ben, par défaut, enfin, c'est forcément une société, quoi. Ça peut pas être moi qui va être imposé sur mes revenus personnels. D'accord. Donc, ça veut dire que si, en fait, on crée une filiale, une SCI, le régime fiscal, pour finir, si elle est détenue à 100%, qu'on soit à l'IR ou à l'IS, ça va se passer de la même façon. Voilà, c'est ça. Ça sera. Alors bon, la seule particularité, c'est que la SCI, si elle opte à l'IS, ça sera elle qui paiera l'IS. Si la SCI, Ah ben, elle ne oui. fait pas d'option, elle est à l'impôt sur le revenu, ben, le revenu de la SCI va remonter à ta société. En fait, quand on est à l'impôt sur le revenu, il y a une transparence fiscale. Les revenus, ils remontent aux associés et ils sont soumis à l'impôt ben, des associés, quoi. Donc, si les associés, c'est des Donc, personnes physiques, c'est des revenus fonciers. Si c'est des personnes soumises à l'impôt société, ça sera l'impôt société. Donc, si la SCI, elle fait des pertes, les pertes, elles sont remontées à ma holding, par exemple, Oui. Mm. si c'est un impôt sur le revenu. Si elle a un impôt sur les sociétés, les Ouais. pertes, elles sont cantonnées dans la filiale, en fait. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc, j'ai intérêt à opter à l'impôt sur le revenu pour ma filiale à 100% de ma holding. Ça paraît être un peu, enfin, c'est un Mm. peu, oui, c'est pas évident, Mm. Non, bah non, non, c'est pas pas évident, mais instinctivement voilà, ce qu'on ferait, quoi. voilà, c'est ça. Voilà, c'est. Les joies de la fiscalité française. Voilà, donc pensez quand même à ces deux particularités, bah, notamment les locations meublées. Là, souvent, c'est le piège parce que des gens qui disent ah, bah, je vais faire de la location meublée, je vais créer une SCI et ça peut être un piège puisque ça va faire basculer l'impôt société. Alors, donc, comment ça fonctionne en fait les revenus fonciers, hein. Donc, la SCI, en fait, on est comme un particulier hein, quand on est à l'impôt sur le revenu. On va avoir des loyers qui vont être imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Et les plus-values, c'est comme les plus-values des particuliers. Quand vous vendez une résidence secondaire, vous pouvez avoir une plus-value et ça sera la plus-value des particuliers qui va s'appliquer. Donc, en cours de fonctionnement, les revenus fonciers et à la sortie, la plus-value des particuliers. Alors, les avantages du régime de l'impôt sur le revenu, alors, il y a les avantages, en fait, ça va être surtout des inconvénients, puisque quand on est dans le cadre des revenus fonciers, on peut vraiment pas déduire grand-chose, quoi. C'est extrêmement limité les dépenses qui peuvent être déductibles du montant des loyers qu'on encaisse. On peut pas déduire l'amortissement du bien, on peut pas déduire les frais d'acquisition, les frais de notaire, les frais d'agence. Si après vous faites des constructions, vous touchez le gros œuvre, c'est pas des dépenses déductibles des revenus fonciers. Et quand vous remboursez l'emprunt, vous ne pouvez pas déduire le capital, vous déduisez que les intérêts d'emprunt. Donc, quand on est dans le cadre de l'impôt sur le revenu et des revenus fonciers, on se retrouve la plupart du temps avec du bénéfice, puisqu'on va avoir des loyers et pas grand-chose à déduire de l'autre côté. Euh, Ensuite, l'imposition des revenus fonciers, par contre, ce qui peut être intéressant, là, on va voir quand même qu'il y a quelques avantages éventuellement d'être à l'impôt sur le revenu. C'est au niveau des loyers, en fait, on est en comptabilité de recettes-dépenses, c'est-à-dire on déclare que ce qu'on a encaissé et que ce qu'on a payé. Donc, si vous avez des locataires qui ne payent pas leur loyer, ben, en fait, vous les déclarez pas parce que vous les avez pas encaissés. Donc ça, c'est l'avantage. On déclare que ce qu'on encaisse. L'autre avantage qu'il peut y avoir d'être à l'impôt sur le revenu, c'est d'opter au microfoncier. Donc le microfoncier, c'est un système d'imposition forfaitaire
qui s'applique si les loyers sont inférieurs à 15 000 euros. Donc, si vous avez moins de 15 000 euros de loyer, c'est la solution la plus simple, hein, c'est d'opter pour le microfoncier. Vous avez un abattement de 30%. Donc, si vous déclarez, je sais pas moi, 10 000 euros de revenus de loyer, vous serez imposé que sur 7 000 euros. Bon, alors il y a des avantages, c'est l'avantage de la simplicité, puis il n'y a pas besoin de faire vraiment de comptabilité, on déclare ses recettes. L'inconvénient, c'est qu'on ne déduit pas ses frais réels, quoi. S'il y a des travaux, des choses comme ça, donc c'est une option possible, mais à voir si c'est toujours intéressant, mais en tout cas, on peut opter. Et l'autre avantage, par contre, qui est plus intéressant, c'est au niveau des déficits. Si vous faites des travaux, ben, ça peut générer un déficit. Si vous avez plus de dépenses de travaux que de loyer. Et ce déficit, vous allez pouvoir l'imputer sur votre revenu global. Donc, si vous avez des salaires, etc., sur l'ensemble de vos revenus. Donc, le déficit qui pourra être généré par des travaux, des réparations, etc., vous pouvez l'imputer. Il y a un plafond quand même de 10 700 euros. Mais en tout cas, ça permet, en effet, en étant à l'impôt sur le revenu, d'avoir des déficits que vous pourrez imputer sur vos autres revenus. Alors, les plus-values, on en a parlé. À la sortie, donc, on a des plus-values. On n'en a pas toujours, hein, mais il faut espérer qu'après quelques années, le bien se soit valorisé puis que vous le vendiez un peu plus cher que vous l'avez acheté. Alors, quand on est à l'impôt sur le revenu, c'est assez intéressant puisque la plus-value, au bout de plusieurs années, elle va être exonérée. Donc, il y a un abattement qui est progressif avec le temps. Donc, plus vous vous rapprochez de 22 ans, moins vous paierez d'impôt sur la plus-value. Et au bout de 22 ans, bah, la plus-value, elle est de zéro. Enfin, l'impôt sur la plus-value est de zéro. Par contre, il y a les prélèvements sociaux, c'est un peu plus long, c'est 30 ans. Il faut attendre 30 ans pour être exonéré de prélèvements sociaux lors de la revente du bien. Donc, la synthèse, si vous êtes en SCI à l'impôt sur le revenu, c'est qu'en cours de remboursement de l'emprunt, ben, en fait, vous allez avoir des revenus, puisqu'on a vu, on ne peut pas déduire grand-chose, donc vous allez avoir des revenus imposables, bon, sauf le cas où vous avez fait des travaux, bien sûr, mais en rythme de croisière. Donc, vous allez avoir des revenus imposables, et le gros inconvénient, c'est que sur ces revenus imposables, vous allez payer de l'impôt, alors que vous encaissez pas l'argent, puisque l'argent que vous recevez, en fait, il va servir à rembourser l'emprunt. Et on a vu que le remboursement d'emprunt, ça rentre pas dans les frais. Donc, du coup, vous payez de l'impôt sur des sommes que vous encaissez pas. Donc, c'est le gros inconvénient de l'impôt sur le revenu. C'est en cours de remboursement de l'emprunt, bah, en fait, vous allez payer de l'impôt sur des sommes que vous n'avez pas encaissées. Jean-Luc, Ah, donc oui, oui, sur la fiche, alors SCI soumise à l'impôt sur le revenu, on a compris, exonération d'impôt sur les plus-values après 22 ans de détention. voilà. Donc, si j'ai une filiale, impôt sur le revenu, ma SCI, elle est filiale de ma holding, toujours ma holding, qui investit dans l'immobilier. Elle a un impôt sur le revenu, elle est filiale à 100% de ma SCI, je la revends dans 23 ans, je vends de l'immobilier dans 23 ans, est-ce que je suis exonéré sur la plus-value? Eh ben non, du coup, non. Ben non, puisque après l'imposition, elle se fait, le revenu, il remonte, comme tout à l'heure, à la holding, et il sera imposé au niveau de la holding. Donc, à l'impôt sur les Ouais, sociétés. voilà. Ok, bon. Donc en fait, pour résumer, en rythme de croisière, l'impôt sur le revenu, c'est très pénalisant, puisque vous payez beaucoup d'impôts. Par contre, à la sortie, c'est très avantageux, puisque au bout de 22 ans, vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values. Alors, donc pour éviter justement de payer de l'impôt en cours de remboursement de l'emprunt, ça peut être judicieux d'opter à l'impôt société. Donc, on va voir les avantages de l'option à l'impôt de société. Donc, pendant cette période-là, pendant cette période d'activité, en fait, le résultat de la SCI, on va déterminer le résultat de la SCI. Et là, comme on est à l'impôt sur les sociétés, on peut déduire beaucoup plus de choses. Et notamment, ce qui est le plus important, c'est déduire les amortissements, on va déduire l'amortissement du bien, c'est-à-dire sa dépréciation, on va déduire les frais d'acquisition. Donc, du coup, on va se rapprocher à un résultat qui va être proche de zéro.
Et en plus, l'impôt société n'est pas très élevé, il est que de 15% jusqu'à 38 000 euros, enfin 42 500, je crois, maintenant, ouais. Et 25% au-dessus. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup de résultats, qui n'est pas beaucoup imposé. Et en plus, on ne paye pas d'impôt sur le revenu si l'argent il reste dans la société. Donc, au niveau d'impôt sur le revenu, ben, en fait, on ne va pas payer grand-chose, voire rien du tout même, hein, si on ne distribue pas de bénéfices. Et au niveau de la SCI, on va payer quasiment rien. Par contre, éventuellement, il peut y avoir quelques inconvénients. Comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait des avantages d'être à l'IR, là, il y a des inconvénients quand même d'être à l'impôt société. Les inconvénients, c'est que là, on est dans les règles des sociétés, des comptabilités commerciales. Donc, même les loyers, si on ne les a pas encaissés, on doit quand même les déclarer. Donc, si vous avez un client, je ne sais pas moi, qui a 6 mois de retard pour payer ses loyers, bah, il rentrera quand même dans le bénéfice à déclarer. L'autre inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que bah, le régime micro, bah, ça n'existe pas, hein, forcément, on est à l'impôt société. Et bah, c'est la comptabilité, elle est plus lourde, puisqu'il faut calculer l'impôt société, il faut faire une liasse fiscale pour les impôts. Donc c'est un peu plus contraignant que si on reste à l'impôt sur le revenu. C'est plus contraignant, mais si je résume, pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'entrepreneur. Donc ça cantonne la fiscalité dans la SCI, donc ça c'est plutôt pas mal. Un bénéfice beaucoup moins important, toutes choses égales par ailleurs, que lors de l'impôt sur le revenu, parce que là, on l'a compris, il y a un amortissement qui est fait. On peut amortir le bien alors qu'un impôt sur le revenu, on ne peut pas l'amortir. Et en plus de ça, un impôt sur les sociétés qui est à 15%, donc souvent inférieur à l'impôt sur le revenu. Donc, euh, donc là, ça veut dire que, un, on paye moins d'impôts, et deux, c'est en plus, si ça reste dans la sphère de la société ou d'une filiale de votre groupe, eh bien, ce sera l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est de l'impôt réduit, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est assez incitatif d'être à l'impôt société, bah, pour pas payer du tout d'impôt bah, pendant la période de remboursement de l'emprunt, quoi. Alors, à la vente, par contre, là, c'est un peu moins rigolo parce que lorsque la SCI, elle va vendre le bien, elle va dégager une plus-value. Alors, pour rappel, la plus-value, bah, ça sera le prix de vente du bien moins la valeur qui reste à amortir du bien. Donc, si le bien, il est amorti en totalité, bah, ça va faire une plus-value de plein pot, quoi, égale au prix de vente. Donc, cette plus-value, elle va être soumise à l'impôt société. Donc, comme le montant en général, il sera assez élevé, ça sera 25%. Et ensuite, l'argent, bah, en fait, il est dans la société, donc vous allez vouloir le récupérer. Donc, pour le récupérer, il va falloir distribuer des dividendes. Et les dividendes vont être taxés soit à la flat tax, soit à l'impôt sur le revenu, en fonction de ce qui est le plus intéressant. Donc là, vu que le montant il sera assez important, bah, ça sera sûrement plus intéressant d'opter à la flat tax qui est de 30%. Donc en tout, ça fera un impôt de 55%. 25% au niveau de l'impôt société et 30% au niveau de l'imposition des dividendes. Donc à la sortie, en fait, il y a une imposition très lourde. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on est à SCI à l'IS, en fait, c'est complètement l'inverse que quand on est à l'IR. À l'IR, À l'IR, on va payer des impôts pendant plusieurs années. Par contre, quand on va vendre, on ne paiera pas d'impôt sur la plus-value. À l'IS, c'est l'inverse. On ne va pas payer d'impôts en cours d'activité. Par contre, lors de la vente, ben, c'est un peu le matraquage fiscal, puisqu'il y a quasiment une double imposition, une sur la société et une pour l'entrepreneur, quoi, pour la personne physique. Ouais, alors ça, Jean-Luc, je me permets de Oui. revenir là-dessus parce que ça, c'est très très important. C'est vraiment la clé de ces deux schémas. Il faut bien que vous compreniez, hein. IR, c'est assez douloureux pendant toute l'exploitation. Ça demande souvent un effort financier que doit faire l'entrepreneur, c'est-à-dire vous devez chaque année rajouter au pot pour payer le remboursement de l'emprunt si jamais vous empruntez. Donc, l'impôt sur revenu, l'option à l'impôt sur revenu, dans les années 80-90, c'était assez à la mode.
Puis en fait, comme le disait Jean-Luc, la fiscalité a changé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que souvent, vous voyez des entrepreneurs qui se laissaient piéger par la SCI et l'IR parce que chaque année, il fallait qu'ils remettent au pot, il fallait qu'ils remettent au pot, qu'il fallait qu'ils remettent au pot pour payer la banque ou pour payer les impôts. Donc c'était absurde. Et avec la SCI à l'IS, c'est l'inverse. En effet, alors certes, vous payez à la sortie, mais à la sortie, ça ne vous demande pas de faire un effort financier puisque vous payez sur une vente que vous avez faite. Donc l'argent, vous l'avez. Et Jean-Luc, forcément, tu as eu des clients, entrepreneurs qui t'ont appelé en disant mais j'en peux plus de ce Mmh. MASI à l'IR. Je remets chaque année, je suis tendu, je suis à bout de Mmh. souffle financièrement et qui sont fait piéger. Puis on se fait piéger sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans avec ce schéma-là. Alors Mmh. qu'avec l'IS, c'est beaucoup, beaucoup moins douloureux, quoi. Voilà. Voilà, bah, c'est ça. Alors donc, bah, on va voir après des idées en fait de réflexion pour savoir s'il faut mieux rester à l'IR ou à l'IS. Alors, donc, alors oui, on va voir quand même comment ça se passe pour opter à l'impôt société, quoi, comment ça fonctionne. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous optez à l'impôt société lors de la création. En général, c'est ce qui se fait. Après, il faut bien faire attention. L'option, elle se fait par lettre commandée avec accusé de réception. Il y a souvent des litiges, en fait, où l'administration, bah, elle va vous dire, ah bah, vous êtes sûr, vous avez opté à l'impôt société, nous, on n'a pas de trace écrite. Donc, ça peut vraiment être très pénalisant parce que si vous pensez avoir fait une option à l'impôt société et puis que l'administration en n'a pas connaissance, elle va vous taxer à l'impôt sur le revenu. Il y a régulièrement des litiges sur ce sujet. Ou sinon, vous pouvez le faire en cours d'activité. Alors, en cours d'activité, c'est un peu technique, donc on va en parler parce que vous changez de régime fiscal. Alors, comme vous changez de régime fiscal, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes soumis à l'impôt sur les plus-values, parce que le fait de changer de régime fiscal, ça déclenche, c'est une cessation d'activité qui déclenche une imposition. Donc, c'est assimilé à une cession, quoi. Donc, soit vous payez l'impôt sur les plus-values des particuliers. Donc, si le bien, vous l'avez depuis longtemps, si vous l'avez depuis 22 ans, ben, il n'y aura pas d'imposition. Si vous l'avez que depuis 10 ans, il y aura une imposition à payer. L'avantage qu'il y aura, c'est que après les amortissements, comme quand vous serez à l'impôt société, les amortissements, ils partiront sur cette nouvelle valeur. Donc, ça vous fera plus d'amortissements pour la suite. Ou sinon, vous avez une autre option, c'est-à-dire euh, inscrire le bien dans la SCI qui va être soumise à l'impôt sur la société à la valeur d'origine en déduisant les amortissements théoriques que vous auriez dû pratiquer. C'est-à-dire, on remonte comme si vous étiez à l'IS depuis la création de la société. Alors, comme on déduit une partie des amortissements, ben forcément, vous aurez moins d'amortissements à déduire pour les années après. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça ne déclenche pas d'imposition immédiate. Donc, il y a un calcul à faire, en fait, en fonction de la durée de détention du bien. Si vous l'avez depuis très longtemps, bah, c'est pas gênant d'être soumis à l'impôt sur les plus-values, puisqu'il n'y aura pas d'impôt avec la durée de détention. Ça dépend de la valeur, si le bien il a pris beaucoup de valeur, etc. Donc ça, c'est un calcul à faire, mais il y a les deux options. En tout cas, c'est possible de changer en cours d'activité. Il faut voir la solution qui est la plus favorable. Alors, alors on a fait un petit récapitulatif sur les avantages et les inconvénients des deux régimes. Donc, avec deux colonnes, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Alors, au niveau de l'imposition personnelle, bon, bah, on l'a vu, impôt sur le revenu, c'est pas du tout intéressant. Donc, il faut mieux être à l'impôt sur les sociétés. Pour les plus-values, c'est le contraire. Il faut mieux être à l'impôt sur le revenu et que être à l'impôt société, hein, ou à l'impôt société à la sortie, on a une double imposition. Si on veut rester au régime micro, il faut être à l'impôt sur le revenu, puisque l'impôt société, on n'a pas un régime micro qui peut s'appliquer. La comptabilité, elle sera un peu plus lourde si on est à l'impôt société que si on est à l'impôt sur le revenu. Voilà, donc ça c'est quelques critères de choix.
Et après, donc, on a fait un petit tableau pour vous aider à choisir entre impôt sur le revenu et impôt société. Alors, les éléments qui peuvent être pris en compte, c'est si vous faites des travaux importants. Si vous achetez un bien, vous allez faire des travaux de rénovation, etc. Là, vous aurez intérêt à être à l'impôt sur le revenu puisque ça pourra créer des déficits que vous pourrez imputer sur vos autres revenus. Donc là, c'est pas intéressant d'être à l'impôt société, puisque l'impôt société, si vous faites des déficits, les déficits ils vont se reporter que d'une année sur l'autre. L'impôt sur le revenu, vous pourrez en récupérer une partie sur vos autres revenus. Autre critère de choix, c'est si vous êtes soumis dans une tranche d'imposition élevée, c'est-à-dire si vous avez d'autres revenus à côté, des salaires, des rémunérations de dirigeants, votre conjoint, etc., un foyer fiscal avec pas beaucoup d'enfants. Enfin, donc du coup, vous vous retrouvez, je sais pas, dans la tranche à 40%. Donc là, vous avez plutôt intérêt à opter à l'impôt société, c'est l'impôt sur le revenu. Si vous avez 40% d'impôts à payer sur vos revenus locatifs, ça va faire mal. Après, un autre critère éventuellement, c'est si vous souhaitez en fait continuer d'investir dans l'immobilier. Donc là, vous avez intérêt d'être à l'impôt société pour vous créer du patrimoine. C'est la société, en fait, du coup, elle va capitaliser, elle va faire du bénéfice qui ne va pas être distribué aux associés, mais qui va rester dans la société pour investir dans d'autres projets. Donc là, vous avez intérêt à être à l'impôt société pour faire grossir, grossir. Si vous pensez acheter pour faire une plus-value à moyen terme, choisissez plutôt l'impôt sur le revenu que l'impôt société, puisqu'on a vu, aux sociétés, les plus-values, elles sont lourdement taxées. Et après, un autre critère, je pense qu'il peut être intéressant, c'est si vous achetez un bien qui est destiné à rester durablement dans le patrimoine familial, qui sera destiné aux enfants. Donc là, vous avez plutôt intérêt à opter pour l'impôt société, puisque le bien, il sera peut-être jamais vendu. Il y aura pas de, donc du coup, il y aura pas de plus-value puisqu'il ne sera pas destiné à la vente. Donc voilà, donc ça peut vous donner des indications en fonction de vos projets, de ce que vous allez faire, savoir s'il faut mieux opter à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt société. Très clair. Alors, ouais. Alors après, donc on va vous présenter la solution miracle qui permet de cumuler les deux avantages. C'est-à-dire, on a vu de ne pas payer d'impôts en cours d'activité et pas payer de plus-value à la fin des 22 ans. Alors, comment c'est possible? Donc, c'est ce qui s'appelle la technique du démembrement. Alors, la démembrement, c'est quoi? C'est que quand vous avez des parts d'une société, en fait, on peut les démembrer, c'est-à-dire qu'on peut séparer la nue propriété de l'usufruit des parts. Donc, la nue propriété, ça consiste à détenir le capital et l'usufruit, ça consiste à percevoir les revenus. Donc, l'idée, c'est la suivante, c'est que là, vous avez la personne physique. La personne physique, elle va garder la nue propriété, c'est-à-dire elle va garder le capital, et elle va céder l'usufruit des parts à sa société, justement pour ne plus percevoir de revenus. Donc, les revenus, en fait, ils aillent à la société d'exploitation. Et dans ces cas-là, on est comme dans une société qui est soumise à l'impôt société, puisque on l'a vu au tout début, là, quand les parts elles sont détenues par une personne morale, le bénéfice, on le calcule en déduisant les amortissements, les- les intérêts d'emprunt, etc. Donc, on peut déduire beaucoup plus pour arriver, avec les avantages de l'impôt société, à un résultat proche de zéro. Donc, du coup, pendant toute cette période, en général, on fait un usufruit qui correspond en quelque sorte à la durée de l'emprunt. Donc, pendant toute la durée de l'emprunt, l'exploitant, en fait, c'est lui qui va toucher les revenus et vous ne serez pas imposé à l'impôt sur le revenu. Et à la fin de l'usufruit, au bout des 15 ans, l'usufruit il s'éteint purement et simplement, et la pleine propriété est reconstituée. Donc, vous retrouvez la totalité des parts
nue propriété plus usufruit, là. Et vous pourrez bénéficier, si vous vendez vos parts, des abattements sur les plus-values qui permet d'exonérer la plus-value au bout des 22 ans. Donc en résumé, pendant l'activité, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu, puisque les revenus ils vont aller à votre société. Et à la fin du compte, quand vous revendrez le bien au bout des 22 ans, vous n'aurez pas d'impôt sur les plus-values. Donc ça permet d'avoir les deux avantages. Donc là, Alors c'est là, ce attends qui... là-dessus, Oui, Jean-Luc, oui. on reste sur le schéma, juste que je comprenne bien, parce que on parle pas de démembrement immobilier là, hein. C'est pas Alors là, non, démembrement du voilà, bien immobilier, hein. voilà, on part du démembrement des parts. Donc la SCI, Départ elle de reste... la SCI, Ouais, hein. Donc ouais, c'est la la SCI. propriété et les revenus qui sont séparés. Voilà, donc la SCI, elle fonctionne comme avant, quoi. Donc elle a ses revenus, elle a ses loyers, elle a ses Les dépenses. loyers, ouais voilà, les Et, loyers ils sont et, payés à qui? les loyers sont payés à la SCI. La SCI, elle fonctionne. Mais ce qui se passe, c'est que le résultat, il va être déterminé à l'impôt société, donc en déduisant beaucoup plus que les revenus fonciers, et il va remonter à la société d'exploitation. Et donc ça veut dire que s'il y a un bénéfice par exemple de 2 000 euros, la SCI elle fait un virement de 2 000 euros à la société d'exploitation? Voilà, c'est ça. Le bénéfice, il va remonter à la société d'exploitation. C'est elle qui a l'usufruit, qui a les revenus. C'est elle Ok. qui perçoit le bénéfice de la société. D'accord, mais Ouais. donc, ok, c'est pas des dividendes là, hein, mais c'est comme des dividendes en fait, ou c'est Oui, des dividendes. la SCI, elle reste quand même à l'impôt sur le revenu, donc il n'y a pas vraiment la notion de dividende. Parce que les D'accord, dividendes, mais c'est elle fait plus quand quand on même, tu est... confirmes qu'elle fait un virement financier Oui, à la société. Ok, voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'usufruitier. L'usufruitier, il a les revenus. Donc, il va percevoir les revenus de la SCI. d'accord, d'accord, d'accord. Mais avec une fiscalité favorable, puisque comme c'est une société qui détient les parts, pour déterminer le résultat, on n'est pas dans le cadre des revenus fonciers où on est très limité au niveau des dépenses qu'on peut déduire. Là, on pourra déduire beaucoup plus les amortissements, les frais d'acquisition, pour avoir un résultat, en effet, en général, qui sera assez proche de zéro et puis qui sera assez peu taxé, puisque à l'impôt société, on est moins taxé qu'à l'impôt sur le revenu. d'accord, ok. Et donc ça, comment tu le fais? C'est fait chez le notaire? Est-ce que c'est nous, experts comptables, qui devons faire la séparation? C'est des parts sociales, on peut le faire, les cessions de parts, on peut le faire. C'est pas de l'immobilier, en fait. Là, on vend pas de Ah l'immobilier, d'accord, ok. on- Donc en fait, on fait des cessions de parts, tu fais des cessions de l'usufruit en fait. on- Une fois on- que tu as créé la SCI, tu fais la cession de l'usufruit. Mais c'est une cession de voilà, parts, quoi. voilà, c'est ça. Une cession de l'usufruit des parts pour une Ok, durée et donc ça veut temporaire. dire que la société, elle achète et qu'en fonction de quoi elle va payer ou comment tu vas valoriser cet usufruit. Ah, Ça veut dire que... alors l'usufruit au début, il vaut pas grand-chose puisque les parts elles valent pas beaucoup, hein. Comme les parts elles valent pas beaucoup, l'usufruit il va pas valoir beaucoup. Par contre, il va prendre de si au tout début tu le fais au tout début, puisqu'en général dans une SCI, tu as un bien immobilier avec un emprunt, donc la valeur des parts elle vaut pas beaucoup, donc la valeur de l'usufruit au début Ok, elle va pas être très élevée. d'accord, je comprends mieux. Voilà, donc c'est un schéma. Alors c'est un schéma qui se fait, hein. Après, faut que ça soit quand même sur du moyen terme, quoi. Parce que si l'idée c'est que vous revendiez après le bien immobilier après 3-4 ans, euh, l'usufruit là, il est chez l'exploitant, faudra le recéder, donc c'est assez complexe. Faut partir sur des schémas où vous allez exploiter le bien pendant quelques années, quoi. Parce que bon, il y a des frais, ça va engager des frais, faut la cession de l'usufruit, etc. Donc partir, en effet, se projeter sur une dizaine d'années pour que ça soit intéressant.
Faut pas le faire pour un an, quoi. Voilà, et puis bon, bah, c'est le résumé, quoi. Pendant l'usufruit, régime de l'IS, les revenus ils remontent à la société d'exploitation, donc on n'a pas d'impôt sur le revenu. Et à la fin de l'usufruit, bah, il y a reconstitution de la pleine propriété et l'abattement progressif pour la plus-value et une exonération au bout de 22 ans. D'accord, donc c'est ça, c'est le meilleur des deux mondes. Donc cette Mm, technique de l'usufruit départ encore, hein, il faut bien, j'insiste là-dessus parce qu'on entend souvent parler de démembrement immobilier. Là, on n'est pas du tout sur on n'est pas sur du démembrement immobilier, on est sur du démembrement des parts de la SCI. mm, Voilà. oui, Et c'est cette technique, donc en résumé, on prend le meilleur des deux mondes dont on parlait tout à l'heure, exonération des revenus pendant la durée d'exploitation et exonération de la plus-value au moment de la cession. Et ça, c'est pas un abus de droit, hein, non, c'est bordé fiscalement. ouais, Si je le ouais, fais et que je ouais, me fais contrôler dans 15 ans, oui, je bah, t'appelle ouais, pour répondre au fisc, hein. tout à fait. Oui, 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 bah, en fait, il y a des clauses, en fait, quand on fait les statuts, il y a des clauses quand même à respecter, mais sinon, c'est pas un abus de droit. Bon, ok. Super. Voilà. Bon, bah, écoute, Mm. merci Jean-Luc pour ce partage et ce hack purement Oui, fiscal oui, qui est assez surprenant. J'avoue que j'ai découvert avec toi et je trouve assez intellectuellement intéressant parce que voilà, il est quand même pas très très connu et le résultat est quand même assez extraordinaire puisque ça permet de ne pas payer d'impôts, encore une fois, pendant la durée de vie, à l'entrée, pendant la durée de vie et à la sortie.